Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné, entre autres objectifs, de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on n'en a aucune idée ou une idée approximative? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance des professions en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique de la personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présentent leurs activités, leurs objectifs, leur parcours, leur plaisir à travailler. Voilà. Madame Saint-James, bonjour. Nous vous accueillons pour présenter le métier d'assistante sociale. Tout à fait. Nous ferons donc le point sur votre parcours, sur vos activités, sur vos compétences, voilà, sur un peu tout ce qui anime votre journée et votre profession. Alors d'abord, pour commencer, quel est le parcours de formation pour devenir assistante sociale? Alors, pour devenir assistante sociale, il faut déjà être titulaire du baccalauréat. Voilà. Et ensuite, il faut pouvoir accéder à l'école d'assistante de service social en montant un dossier et en passant un entretien. Voilà. Avec quand même une inscription sur Parcoursup. Et ça, c'est nouveau. Oui. Voilà. Donc, les études durent 3 ans, pour moitié à l'école et l'autre moitié en stage. Donc, 3 stages différents sur les 3 années. Et à l'issue des 3 années, différentes épreuves pour obtenir le DEASS, le diplôme d'état d'assistante de service social. Ce qui a été votre parcours personnel? Oui, tout à fait. Moi, j'ai passé donc le concours quand j'étais en terminale. Donc voilà, j'ai réussi le concours et je suis rentrée donc à l'école. C'était bien sûr à condition d'obtenir le baccalauréat. J'ai eu mon bac et je suis rentrée à l'école directement après le lycée. D'accord. Voilà. Et quelle motivation vous a amené à choisir ces études-là? Comment ça s'est passé, la construction de votre projet? Alors, c'est vrai que les années collège, moi, j'étais pas forcément du tout fixée sur cette profession-là, sur aucune profession d'ailleurs. Et au lycée, en classe de première, j'ai commencé à faire des colonies de vacances. Et en fait, je travaillais avec une association qui faisait partir des petits jeunes issus de milieux défavorisés. Et en fait, j'ai trouvé ce public vraiment extra. Donc, je me suis dit pourquoi pas aller vers le social après le lycée. Donc voilà, je pense que c'est d'avoir fait ces colos avec ce public-là qui m'a vraiment donné envie d'aller vers le social. Et après, assistante de service social, là, je ne connaissais pas vraiment les différences entre les différents métiers. J'ai passé ce concours-là et puis finalement, j'en suis très contente. Bien, et vous avez choisi en plus d'être dans l'éducation nationale, ce qui va peut-être être une spécificité dont vous nous parlerez plus tard. D'accord. Oui. Donc, ce métier, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Quels sont ses objectifs? Alors, les objectifs du métier d'assistant de service social, c'est l'aide à la personne. Déjà, ça c'est quand même la base du métier. Ce qui nécessite certaines compétences, à savoir l'empathie. Donc voilà, ça c'est vraiment une des compétences essentielles dans la pratique. Bon, dans beaucoup de métiers, mais dans celui d'AS. Dans les métiers d'aide en général, oui, voilà, d'aide à la personne, tout à fait. Il faut aussi savoir être à l'écoute. C'est, on va dire, la deuxième base du métier, c'est l'écoute. Alors l'écoute active, c'est pas l'écoute comme dans une conversation classique, c'est toute une technique, mais qu'on apprend en formation, évidemment. Bien sûr. Et puis savoir informer, orienter, s'adapter, être patient, puisque c'est vrai que les situations n'évoluent pas toujours au rythme auquel on souhaiterait. Voilà, donc il y a pas mal de compétences, mais c'est vrai que c'est des compétences innées pour certaines, et puis qu'on développe et qu'on peut acquérir aussi au cours de la formation. Qui peuvent se renforcer en plus avec l'expérience. Tout à fait, voilà, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites alors de vos journées? On aide la personne, donc c'est l'objectif premier, mais tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, moi je suis donc au sein de l'éducation nationale. Voilà, donc c'est spécialisé, puisque quand on est assistant de service social, on peut travailler dans différentes structures. Je peux vous en nommer quelques-unes, si vous voulez, par exemple. Oui, bien sûr. Par exemple, si on reste sur le Finistère, mais c'est un peu le cas dans beaucoup de départements, c'est le conseil départemental le plus gros employeur, qui est un service social relativement conséquent. Donc voilà, on peut être fonctionnaire ou territorial, si on est conseil départemental par exemple, ou dans une mairie.
On peut être, travailler au niveau de la fonction publique hospitalière, donc c'est tout ce qui est autour de l'hôpital et de la santé. Oui. Et on peut être aussi fonctionnaire d'État. Donc moi, c'est mon cas. Quand on travaille à l'Éducation nationale, on est fonctionnaire d'État. Mais on peut aussi travailler en tant qu'indépendant, et ça, c'est assez nouveau. Ouais. Et aussi dans le milieu associatif. Indépendant, c'est-à-dire libéral? En libéral, tout à fait. Ah c'est assez récent. Ça a quand même quelques années et ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Voilà, assistant de service social en libéral, tout à fait. Vous m'expliquerez après. Parce que oui, alors je ne maîtrise pas très bien, mais j'ai quelques petites notions quand même. On essaiera d'en parler quand même. Parce que le côté libéral, quand même, l'assistante sociale, elle n'est pas seule dans tous ces services que vous avez décrits. Elle travaille au sein d'une équipe. Tout à fait, oui. Alors voilà, le travail en équipe est important. Ah, complètement. En tout cas, dans la structure éducation nationale, donc pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, déjà au niveau de l'éducation nationale, il y a 3 services sociaux. Il y a donc un service dédié aux étudiants, au personnel et aux élèves. Donc moi, je travaille au service social en faveur des élèves. D'accord. C'est-à-dire qu'on intervient dans les établissements publics du second degré, donc les collèges et les lycées. Voilà. Alors, on a des secteurs, c'est-à-dire qu'on a plusieurs établissements sur notre secteur. Et on fait des permanences. Donc, effectivement, on travaille en équipe avec les infirmières scolaires, les médecins, les psychologues de l'éducation nationale. Merci, Leslie. Eh bien, je vous en prie, c'est normal, parce que ça fait partie de nos partenaires privilégiés. Et puis, la vie scolaire, les enseignants, la direction, enfin bref, tous les membres de l'équipe éducative. Et oui, effectivement, le travail en équipe, c'est vraiment quelque chose de très important pour avoir une idée un petit peu ou un regard croisé, une idée globale des situations des élèves et pas rester ancré sur sa propre pratique, en fait. Oui, et son propre regard, en plus. Oui. Ouais, donc le matin, comment ça commence pour vous, alors? Alors, quand j'arrive, en général, je consulte mes mails. Je crois que tout le monde fait un peu ça maintenant. En fonction des jours, ça peut prendre plus ou moins de temps. Retour de vacances, par exemple, même si pendant certaines vacances, je jette un petit coup d'œil quand même pour ne pas être débordée en rentrant, justement. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que ça prend quand même énormément de temps. Voilà, consulter des mails et puis les échanges après tout au long de la journée, par mail et par toutes les messageries qui existent, et en l'occurrence pour nous Pronote, que les élèves connaissent bien, je pense. Voilà, qui est aussi un outil vraiment très intéressant et qui nous permet d'avoir accès à pas mal d'infos sur les élèves. Donc voilà, première étape en général, c'est ça. Le courrier postal, même s'il y en a très peu, mais ça arrive encore un petit peu. Voilà, et alors ensuite, si c'est une journée, on va dire lambda, où je suis à mon bureau et que je vais avoir des entretiens avec les élèves, j'appelle la vie scolaire et justement, en regardant les emplois du temps sur Pronote, je cale mes rendez-vous avec les élèves. D'accord. En général, c'est la priorité, il faut faire ça le matin pour savoir à quelle heure ils ont cours, pas cours, essayer d'adapter. Voilà, donc en général, j'ai des rendez-vous aussi avec les familles. Dans une journée, ça arrive très fréquemment. Alors, je participe aux différentes instances de l'établissement. Bien sûr. Donc ça, c'est plutôt du collectif. Par exemple, les cellules de veille, c'est les petites réunions où on évoque les situations d'élèves en difficulté. Ou alors un conseil de discipline, si besoin, si la famille a demandé à être accompagnée, une commission éducative, enfin bref, toutes les petites instances qu'il y a dans les établissements. Le fonds social, puisqu'on intervient quand même beaucoup dans l'aide financière aux familles en difficulté. Bien sûr, Alors, je peux être amenée à me déplacer aussi pour des réunions. Bon, alors c'est un petit peu différent en ce moment, tout se fait un peu en visio, mais en règle générale, on se déplace et on se rencontre entre collègues. Donc voilà, au niveau du bassin de Brest ou alors au niveau de mon service. Donc ça, c'est aussi plusieurs fois par an. Donc ça, c'est un peu la partie, on va dire, entretien, quand je parlais de ça tout à l'heure, individuelle, mais il y a toute une partie collective aussi du métier qui est vraiment très intéressante et que... Quand on dit assistante sociale, je ne pense pas qu'on se représente cette façon de fonctionner. Absolument. Donc, à savoir, c'est mener des actions collectives, pour ma part, avec les élèves. Voilà, donc dans différents domaines de la prévention, du climat scolaire, le harcèlement, l'égalité filles-garçons. Donc, c'est essayer de mettre des actions en place pour amener du changement, pour amener une nouvelle dynamique au niveau d'un groupe d'élèves ou d'un groupe de parents. Ça, qui peut aider aussi à éviter les situations critiques, je pense au harcèlement, et qui peut aider justement à avoir moins d'entretien peut-être. Voilà, tout à fait. Peut-être gagner un petit peu de temps, même si au début ça nous en prend, de mettre ça en place, peut-être qu'au final sur du long terme. Décanter en plus, ou ça peut permettre aussi de repérer des situations. Parce que les élèves, ils viennent comment vous voir? Ils viennent spontanément? Ou alors on vous les signale, ou comment ça se passe ces prises de rendez-vous avec vous, en fait. J'ai envie de voir l'assistante sociale parce qu'elle est sympa, ou non, mais ça peut être le cas. Tant mieux. Et tant mieux.
Alors en fait c'est un peu les deux. J'ai envie de dire que plus le public est jeune, moins ils viennent de manière spontanée. D'accord. Par contre sur les lycées, et encore plus les lycées professionnels, c'est vrai qu'ils viennent d'eux-mêmes prendre rendez-vous. D'accord. Moi c'est ce que je leur dis quand je me présente en début d'année. Moi, mon bureau est ouvert, sauf si j'ai quelqu'un, bien sûr, la porte est fermée. Sûr, oui. Mais venez, ne vous prenez pas la tête à essayer de trouver comment chercher et prendre rendez-vous. Si je suis dispo, on se voit. Si je suis pas dispo, eh ben, vous toquez, je sors, on prend rendez-vous ou vous patientez un peu. J'essaie vraiment de faire au plus simple pour faciliter le contact. Et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire peut-être aussi, si c'est... Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir l'assistante sociale. Non, c'est une démarche qui n'est pas facile, aussi bien pour les élèves que pour les familles. Je pense, ouais. Donc, oui, allez-y, pardon. Ouais, donc voilà, soit de cette manière-là, donc quand ils sont un petit peu plus âgés, ou alors en fonction des situations repérées avec les autres membres de l'équipe, bien sûr, justement. Voilà, là je me dis, là c'est de mon ressort. Donc en passant par les surveillants, en leur demandant toujours d'être le plus discret possible. Voilà, ils ont donc un petit papier avec un horaire et une date de rendez-vous. D'accord. Ils viennent ou ils viennent pas, parce que ça arrive aussi que certains ne souhaitent pas venir, ce que je peux comprendre. Moi, ce que je leur dis en début d'année aussi, c'est si vous voulez pas venir, moi je suis pas là pour vous forcer, vous avez tout à fait le droit de pas vouloir, mais venez au moins juste me dire j'ai pas envie. Voilà. Par correction. Oui. Alors certains le feront, pas tous, mais bon. Bien sûr. Généralement, ils viennent quand même, heureusement. D'accord. Et vous avez des contacts avec le secteur extérieur parce que l'éducation nationale, vous avez des choses à régler, mais peut-être qu'il y a des choses qui se règlent aussi avec l'extérieur. Tout à fait, on travaille beaucoup en partenariat avec l'extérieur. Tout à l'heure, je parlais du conseil départemental, le gros employeur du département, mais notre partenaire privilégié, externe en tout cas, parce qu'il y a un service social, des assistants de service social, des éducateurs, voilà, donc on a des situations en commun, et régulièrement on s'appelle, ou on s'envoie des mails, ou même on se retrouve lors de synthèses pour évoquer les situations donc, des élèves. Il y a quand même une chose qui est importante et que je n'ai pas encore dite. C'est que vous allez dire, je suis... Vous savez ce que c'est? Oui, je vois, oui. Qu'on est soumise au secret professionnel Absolument. en tant qu'assistant de service social. Et c'est vraiment important de le dire et de le répéter aux parents, aux élèves. Ce qui se dit dans le bureau, ça reste dans le bureau. Alors, des fois, pour que la situation évolue, on a besoin d'en échanger. Et si on est dans la protection de l'enfance, par exemple, et qu'il y a un danger, là, la loi, elle compte plus, on va dire, ou alors elle est complètement différente. On se doit de dire le danger. Mais sinon, si c'est d'autres informations lambda, on demande l'accord ou aux jeunes ou à ses parents pour pouvoir transmettre aux partenaires si besoin. Et il y a une notion de secret partagé, je crois aussi. Voilà, le secret qui fait que chacun respecte cette parole, en tout cas. Tout à fait. Quelle qu'elle soit. Bien. Les partenaires, sinon, si je peux me permettre. Allez-y, je vous laisse finir. C'est aussi le RADO, la maison des ados, des adolescentes de Brest. C'est aussi les CMPP, c'est aussi l'hôpital. C'est aussi les différentes associations comme Don Bosco par exemple. Enfin voilà, on a beaucoup de donc partenaires. Vous êtes quand même très ouvert sur le monde extérieur. Oui, tout à fait. Lequel monde extérieur pénètre aussi dans l'école, forcément, puisqu'on a affaire à des jeunes qui ont parfois certains des difficultés. Voilà. Tout à fait. Bien. Et les compétences, vous les avez abordées aussi. Et c'est vrai que je pense aussi que la relation sociale, la capacité à établir des bonnes relations avec les partenaires est importante aussi. Savoir s'adapter au discours de l'autre, etc. Communication professionnelle, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup en formation initiale. Oui, tout à fait. Et continue d'ailleurs. On peut avoir accès à des formations sur la communication non verbale, la communication professionnelle. Bien sûr, oui, en fait, on se forme toute sa vie aussi en tout ça, donc il ne faut pas hésiter. Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, qui souhaitent entrer dans ce métier aussi intéressant, que diriez-vous? Que leur proposeriez-vous? Je pense qu'il ne faut pas y aller par hasard, même si ça peut arriver et que finalement on s'y trouve très bien, mais je ne pense pas que ce soit la grande majorité des personnes qui travaillent dans le social. Il faut savoir que c'est un métier dans lequel on doit s'investir. Alors on a un cadre d'intervention, on a des horaires de travail comme tout le monde, mais on travaille avec de l'humain, donc si on finit à 17h30, des fois on va finir à 18h30. Il faut vraiment savoir s'adapter, il faut avoir envie de s'investir et puis être un petit peu, j'ai envie de dire, émotionnellement solide quand même, parce qu'on fait face à la difficulté des autres. Bien sûr. Et savoir prendre de la distance justement avec cette difficulté. C'est un sujet que j'allais aborder justement. Le soir, qu'est-ce qu'on fait quand on a eu des gros soucis, qu'on a croisé les soucis des autres qui sont violents, ou comment on fait pour rentrer à la maison l'esprit libre?
Alors moi j'ai un petit peu d'expérience, que ça fait 17 ans que je fais ça. Donc je crois que ça s'apprend aussi à prendre de la distance. Maintenant j'y arrive très bien, sauf... Enfin, c'est vrai que certaines fois, une situation bien complexe me trotte dans la tête, même à la maison, ça, on n'y peut rien. Et j'ai eu la chance, quelque part, quand j'ai démarré, de travailler loin de chez moi. Enfin, loin. J'avais 3/4 d'heure à peu près pendant les 4-5 premières années, et même un petit peu au-delà, enfin, en fonction des établissements. Souvent un peu de route à faire. Et je trouve que ce temps dans la voiture, qui finalement, on pourrait croire est un peu pénible, parce que on peut penser qu'on perd du temps. Et en fait, non, c'est un sas où on écoute de la musique, on écoute de la radio, on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur, s'il fait encore jour. Oui. Voilà. Et ce temps-là permet de passer à autre chose, en fait. De se libérer un peu de temps dans la voiture. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé et que ça m'a bien aidé. Il faut avoir un peu de recul dans ce métier, quand même. Ah oui, il faut en avoir même beaucoup. Et ça veut dire qu'on prend un peu de... Non pas de... On arrête d'être empathique, c'est pas la question, mais on est capable de mettre ses émotions à distance de la situation pour pouvoir être efficace. Tout à fait. De comprendre ce que ressent l'autre, quelle est sa souffrance, mais de ne pas la vivre nous-mêmes. C'est pas nos difficultés à nous, c'est celles des autres. Tout à fait. Donc, effectivement, il faut avoir la tête sur les épaules et être clair dans sa tête aussi. C'est ça. Et il y a des moments de la vie où c'est un peu plus difficile, parce qu'on a des petits soucis perso aussi. Bien sûr. Et là, forcément, on est peut-être un peu moins efficace, mais j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Il faut réussir à rebondir. Mais bien sûr. Et en général, on y arrive sans problème. Bien. Écoutez, vous parlez très bien de votre métier. Auriez-vous des choses à ajouter que je n'ai pas abordées ou que vous auriez eu envie d'aborder et que il y avait une chose que j'aurais voulu évoquer, c'est maintenant l'accès aux écoles a été parfois très difficile pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va aider à entrer plus facilement? Ça ne veut pas dire que ce sera plus facile, mais qui peut être un plus pour la personne. Et il y a un deuxième sujet que j'aborderai après, mais on va commencer par ça, par l'accès. D'accord. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir se mettre un petit peu en valeur et se vendre, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on est très jeune, et montrer comment on s'investit dans la vie sociale et la vie locale. C'est-à-dire qu'on peut, à tout âge, faire partie d'une association caritative, travailler auprès des enfants, passer son BAFA, faire un petit peu autre chose que le jeune lambda sur son téléphone et qu'avec ses copains, mais c'est super important aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est montrer qu'on est en capacité de s'ouvrir sur le monde extérieur. Ça, je pense que c'est vraiment important. Les problèmes rédigés, des choses comme ça, c'est important aussi, j'imagine. Oui, c'est sûr. Vous rédigez des rapports aussi, non? On rédige des rapports sociaux, des comptes rendus, tout à fait. On fait des PowerPoint si on fait des présentations. Donc, il faut être un petit peu à l'aise avec l'outil informatique, mais ça, je leur fais confiance. Oui, ça de ce côté-là. L'écriture, peut-être... peut-être un petit peu plus difficile, parfois, mais bon, pour certains. Voilà, il faut s'aider en essayant de lire peut-être régulièrement un petit peu. Certains magazines, certains articles. C'est aussi être au fait de l'actualité. Quand même, parce que suivant où on travaille, moi c'est le scolaire, c'est spécifique, mais si on travaille ou à l'hôpital ou dans une mairie, ou alors avec les personnes âgées, les personnes handicapées, enfin voilà, il faut avoir une veille sociale et être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Donc j'avais un autre sujet à aborder. Je crois que le métier d'assistante sociale est très féminin. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Bien. Il y a quelques garçons quand même qui... Alors moi, quand j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie, mais il y en a très peu. Quand j'étais en formation, donc on était une promo de 30 élèves, 30 étudiants, et il y avait 2 garçons. Voilà. Et là, dans le service où je travaille, on est, on va dire, 30 aussi, et il y a 0 garçon. D'accord. Jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, il y en avait 2. L'année dernière, un seul, et cette année, il y en a plus. Oui, il est pas. D'accord. C'est peut-être intéressant aussi pour les hommes, ce métier-là. Il a rien de. Enfin, l'empathie, les hommes en sont capables, et la rédaction, etc. Ça peut être aussi intéressant d'avoir un homme en contact en cas de souci. Mais tout à fait. Je pense. Certaines familles sont demandeuses, par exemple, quand elles demandent une mesure éducative, qu'il y a un éducateur, une éducatrice qui interviennent dans la famille, parce que c'est un peu compliqué. Quand c'est pour un garçon, souvent les parents me disent moi j'aimerais bien que ce soit un monsieur. Je dis oui, mais c'est un petit peu compliqué parce que même au service social du conseil départemental, il y a très peu d'hommes. Il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a très peu. Et pourquoi? C'est vrai que j'ai pas forcément la réponse. Oui, parce que ça n'a rien de... Non. Enfin voilà, c'était une petite question. Très bien. Bien, Madame Saint-James, je trouve que vous avez bien évoqué tout ce métier. Si vous avez encore des choses à rajouter, c'est le moment.
Non, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai l'impression, oui. Donc je vous remercie pour votre participation à cet entretien qui probablement contribuera à une information plus complète sur votre activité et aidera les lycéens à mieux comprendre ce métier, à se rendre compte de sa variété, à se rendre compte aussi de ses exigences. Hein. C'est quand même intéressant parce que parfois on part avec des a priori. Hein. Donc pour vous, les jeunes, vous retrouverez tous les entretiens sur la chaîne YouTube du Salon Azimut et au Salon lui-même qui a lieu le 21, 22, 23 janvier. Et vous pouvez aussi compléter l'information sur les parcours de formation, sur les écoles, sur des sites comme l'ONICEP, sur Parcoursup aussi, hein, qui donne des informations sur chaque école. Et pour aller chercher les contenus des formations, pour aller voir un peu plus près ce que sont ces formations, ce qu'elles vous y enseignent. Je vous remercie donc encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, et bonne journée à vous aussi. Et à bientôt peut-être. Très bien, merci.